Alors, on passe maintenant au dossier 2. Donc, il s'agit d'une femme de 59 ans qui vient pour des douleurs abdominales épigastriques avec des vomissements. On voit qu'elle a pas mal d'antécédents, avec notamment un traitement par glucophage pour un diabète. Il y a 7 diagnostics principaux à évoquer, donc l'ulcère gastro-duodénal qui peut être perforé ou non perforé, une gastrite, une colite hépatique, une pancréatite aiguë, un infarctus inférieur, ça c'est important parce qu'on n'y pense pas forcément devant des douleurs abdominales, mais il faut l'évoquer, une péricardite ou une dissection aortique. Question suivante, donc, qui est la question 2, on vous donne le bilan biologique de la patiente, donc vous trouvez donc un syndrome inflammatoire, vous trouvez une cytolyse et vous trouvez une lipase élevée. Quel est votre diagnostic? Donc, il faut évoquer le diagnostic de pancréatite aiguë devant la douleur abdominale épigastrique, donc, qui est évocatrice, et l'augmentation de la lipase qui est supérieure à 3 fois la normale. Donc, je vous rappelle que l'association douleur et élévation de la lipase est suffisante pour poser le diagnostic de pancréatite aiguë. L'origine est probablement lithiasique du fait du terrain, donc il s'agit d'une femme qui est plutôt en surpoids, avec, voilà, donc c'est plutôt cette origine-là qu'il faut évoquer. Le bilan qu'il va falloir réaliser pour compléter ça, c'est la glycémie, les LDH, la PaO2, donc il faut faire des gaz du sang, une urée, la calcémie, et il faut faire une branlette urinaire à la recherche de glycosurie et de cétonurie. Cette grande ligne de la prise en charge, donc il faut hospitaliser la patiente de façon systématique. Il faut arrêter les médicaments comme les IEC et le glucophage, donc ça c'était un 0 à la question. Il faut laisser la patiente à jeun et lui poser une sonde nasogastrique si jamais elle a des vomissements persistants. Il faut bien sûr la réhydrater et mener une rééquilibration hydroélectrolytique. Il faut lui donner des antalgiques et voire de la morphine même si besoin. Une anticoagulation préventive par HBPM. Et il faut mettre en place donc une insulinothérapie en relais des antidiabétiques oraux. Ça également c'est un 0 à la question. Il faut bien sûr surveiller la patiente, surtout au niveau de l'hémodynamique et de la saturation. Et bien sûr de la glycémie puisqu'il s'agit d'une patiente diabétique en plus. Quels sont les critères d'hospitalisation des pancréatites aiguës? Alors les pancréatites aiguës doivent être systématiquement hospitalisées puisqu'il s'agit d'une pathologie grave. Si on est devant une pancréatite aiguë bénigne, on peut hospitaliser la patiente dans une unité d'hospitalisation simple. Par contre, s'il existe des critères de gravité, il faut hospitaliser la patiente en réanimation. Alors les critères de gravité, c'est le score de Ranson supérieur à 3, l'hémodynamique instable, voire simplement la tachycardie, ça suffit, une désaturation et bien évidemment une défaillance d'organes. On passe donc à la question 4. Donc on vous demande les 2 causes principales de cette pathologie. Donc les 2 causes les plus fréquentes, ce sont la lithiase biliaire et la consommation d'alcool, qui sont chacune responsables de 40% des pancréatites aiguës. Alors on vous dit qu'on a réalisé un examen radiologique à 24 heures de l'hospitalisation de la patiente, donc, qui vous est présenté ici. Alors il s'agit d'un scanner abdominal avec injection de produit de contraste, donc vous voyez que l'aorte est blanche ici, donc c'est facile de savoir que le scanner est injecté. Et donc sur ce scanner, on peut poser le diagnostic de pancréatite aiguë devant l'œdème pancréatique. On voit également qu'il y a des zones un petit peu hétérogènes, et puis on voit une coulée de nécrose. Donc il est difficile d'apprécier un pourcentage sur ces coupes de scanner, mais on peut dire qu'il s'agit d'une pancréatite aiguë Balthazar E. Donc auriez-vous prescrit cet examen? Moi je n'aurais pas prescrit cet examen parce qu'il est trop précoce puisqu'il est réalisé à 24 heures de l'hospitalisation alors que dans la pancréatite aiguë, le scanner doit être réalisé à 48 heures. Et donc ça pose un problème d'une part parce qu'on va sous-estimer la gravité de la pancréatite, mais également parce qu'il peut être dangereux dans le cas de cette dame, puisqu'elle est peut-être déshydratée, on n'a pas la créate sur le bilan qu'on nous a donné, et surtout parce qu'elle prend des biguanides et qu'il faut arrêter les biguanides 48 heures avant une injection de produit de contraste. Pourquoi faut-il arrêter les antidiabétiques oraux avant les scanners?
Alors, ce principe d'arrêter les antidiabétiques oraux ne concerne que les biguanides. Donc, les biguanides, c'est la metformine qui est aussi appelée glucophage. Et donc, avec ce genre d'antidiabétiques oraux, on a un risque d'acidose lactique quand on a une accumulation de metformine. Et la metformine est à élimination 90% rénale. Et donc, quand on a une injection de produits de contraste, on va perturber la fonction rénale. Donc, on a un risque d'accumulation de la metformine et un risque d'acidose lactique puisque la metformine augmente la production d'acide lactique par l'intestin et diminue le métabolisme de l'acide lactique par le foie. Alors on passe à la question 6. On vous demande donc 7 éléments pronostiques. Alors les éléments pronostiques majeurs dans la pancréatite aiguë, c'est l'âge, notamment chez les patients qui ont plus de 80 ans, ça peut être très grave. Le BMI, donc chez les patients qui sont obèses, c'est également un facteur de gravité. Le score clinique de Ranson, le score radiologique de Balthazar, donc comme on a vu qu'il doit être fait à 48 voire 72 heures, une défaillance d'organes, et il y a également la CRP, donc si la CRP est supérieure à 150, c'est un facteur de gravité. Et enfin, le score APH2, qui est un score qui n'est pas spécifique de la pancréatite aiguë, mais qui est prédictif de survenue de complications. On vous demande les complications à redouter à court et à long terme. Alors à court terme, la complication principale c'est la surinfection des coulées de nécrose et donc il peut également survenir une défaillance multiviscérale et la pancréatite peut également aboutir au décès. À long terme, on va craindre une récidive de la pancréatite, la survenue d'un faux kyste qui peut lui-même se compliquer, donc qui peut comprimer des organes de voisinage, qui peut être le siège d'une hémorragie et qui peut se rompre. Également, il peut y avoir la survenue d'un faux anévrisme, donc ça ce sera sur des artères notamment digestives, ça c'est dû aux coulées de nécrose qui vont abîmer les parois artérielles. On peut également avoir une aggravation du diabète chez cette dame qui est donc déjà diabétique. S'il y a une partie du parenchyme pancréatique qui est détruit, elle va avoir un diabète qui peut s'aggraver. Et enfin, il peut exister une insuffisance pancréatique exocrine, donc avec des diarrhées par malabsorption graisseuse. On passe donc à la question 7. Donc, cette dame sort de l'hospitalisation au bout de 8 jours. Et donc, on vous demande quelle est votre conduite à tenir à distance. Donc, chez cette dame qui a eu une pancréatite sévère radiologiquement, il faudra prévoir un scanner de contrôle à 6 semaines, notamment pour rechercher l'existence de pseudokystes. Il faudra réaliser un bilan étiologique, avec notamment la recherche de lithiase vésiculaire. Et enfin, il va falloir lui proposer, donc chez cette dame, on pense probable que la pancréatite soit d'origine biliaire, et donc on va lui proposer une cholécystectomie qui sera réalisée sous cystoscopie. Il faudra prévenir la patiente du risque de conversion, puisque quand il y a eu une pancréatite aiguë, et a fortiori une pancréatite aiguë grave avec des coulées de nécrose, les conditions locales risquent d'être difficiles. Ce contrôle scanographique est-il systématique après une pancréatite ou dépendant de la gravité initiale? Alors le scanner à distance n'est pas systématique dans la pancréatite aiguë. Il ne dépend pas de la gravité clinique initiale, mais de la gravité scanographique. Et donc il est indiqué chez les patients qui ont une pancréatite Balthazar D ou E, puisque c'est chez les patients qui ont une pancréatite grave nécrosante que les pseudokystes risquent de survenir. Alors, question 8, donc on vous dit que votre patiente revient, donc elle a eu sa cholécystectomie, et elle revient parce que malgré tout, elle continue à faire des pancréatites et des pancréatites récidivantes, elle a fait 8 poussées. Elle a eu une fibroscopie donc, qui a montré l'issue de mucus par la papille. Elle a réalisé cet examen, donc, que vous voyez ici, qui est donc une cholangio-IRM qui montre une dilatation du Wirsung avec un aspect kystique et irrégulier. Elle a également réalisé ce scanner abdominal injecté où on retrouve cette dilatation du Wirsung qui est majeure. Donc devant ces deux examens, on doit évoquer le diagnostic de TIPMP, donc tumeur intrapapillaire et mucineuse du pancréas,
qui est responsable de poussées récidivantes de pancréatite. Comment peut-on savoir qu'il s'agit d'une TIPMP et non d'une tumeur maligne? Alors, sur le scanner, on voyait une dilatation majeure du Wirsung, sans qu'on mette en évidence de masse dans la tête du pancréas. Il y avait également une dilatation qui était irrégulière, et donc cette dilatation majeure est très probablement liée à la présence de mucus. Et d'ailleurs, cette patiente a eu la fibroscopie qui a retrouvé l'issue de mucus, et ça c'est un signe qui est quasi pathognomonique de la TIPMP. Donc ça c'est peu en faveur d'un adénocarcinome de la tête du pancréas, et beaucoup plus d'une TIPMP, notamment parce que la TIPMP est souvent responsable de pancréatite récidivante. Maintenant, il peut très bien s'agir d'une TIPMP dégénérée, donc d'une tumeur maligne, mais ça c'est difficile à dire avec les examens qu'on vous a donnés. Et pour faire ça, il faudra rechercher des signes de malignité sur notamment l'écho-endoscopie, rechercher des végétations ou mesurer la taille du Wirsung qui sont des critères de malignité dans la TIPMP.